par son mode de fonctionnement. Donc d'où le fait d'un cycle de conférences un peu partout en France pour faire connaître ce musée qui malheureusement est ouvert depuis 1994 mais n'est pas très connu en France. Je vous demanderai si vous avez des questions de les écrire sur un papier, de les poser à la fin afin de ne pas perturber le cours de la conférence. Notre projet, en fait, par rapport à ce musée, était de créer un lieu qui soit à la fois un lieu de vie, un lieu d'échange intergénérationnel, permettant aussi de faire en sorte que la culture puisse être accessible à tous. Donc, historiquement, surtout si je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le dire ou si vous ne m'entendez pas assez. Angelina de la Piscina, 1787-1838, était une bourgeoise parisienne, collectionnant tous les objets d'art de l'Antiquité à son époque. Elle réunit plus de 300 pièces tout au long de sa vie. Ce goût pour l'art lui serait venu, d'après ce qu'on dirait, dès son enfance, qu'une statuette que possédait son père, qui l'aurait donc amené à vouloir collectionner justement ces objets précieux. Elle aimait beaucoup son neveu, donc Diego Ravioli, 1850-1920, à qui elle légua toute sa collection et qui l'a enrichi de 350 œuvres. Son fils Panini Ravioli, 1850-1920, se passionna pour la photographie et le cinéma, qui à l'époque, il faut savoir que 1850-1920, la photographie était des médiums nouveaux, n'étant pas encore considérés comme des arts en fait à part entière. Donc c'est une chance pour nous aujourd'hui d'avoir hérité de cette collection de quelqu'un qui dès le début de justement ces médiums nouveaux a pu s'intéresser à ce type d'intérêt. Donc sa petite fille Noah Dupont, nous pouvons entretenir et conserver la collection familiale composée de plus de 1000 œuvres, les offrir en donation à la ville de Neuilly-sur-Seine, à condition qu'un musée soit créé afin de les accueillir, que les pièces composent en grande majorité dans les collections permanentes et ne soient pas dans les réserves. Parce qu'il est vrai que souvent il y a des personnes qui donnent justement des œuvres d'art à des musées et qui restent se dégrader dans les réserves au lieu d'être exposées. Donc cette personne refusait justement ça. Elle est encore vivante aujourd'hui, elle vient parfois nous rendre visite. Donc en 1975, la mairie accepta et transforma ses anciens locaux en musée. Les lieux ont été dégradés, en 1983, les lieux ont été considérés comme dégradés et la municipalité décide de lancer un appel à la candidature. Donc les lauréats ont été Jean-Marc Coton et Jean Nouvel. Jean Nouvel qui est connu entre autres pour le musée du Quai Branly, qui est un très beau musée d'ailleurs. Donc ce projet a été possible grâce aux donations diverses de fonds privés et publics, d'entreprises, de l'État, de la région et de la ville. Nos donateurs ne souhaitent pas que l'on divulgue les sommes qu'ils ont données. Je ne peux donc pas les énoncer, ils ont souhaité rester anonymes. Par rapport à l'architecture, en 1990, il y a eu le début des travaux de ce nouveau site. En 1994, le musée actuel ouvre ses portes 115 boulevard des Lilas. Donc, ce musée doit incarner un jour nouveau passant par une architecture adaptée aux besoins et aux activités de l'établissement. Comme on peut le voir ici, vous avez donc la Seine qui passe avec un parking pour les visiteurs, 3 bâtiments qui sont là et un parking spécial pour les employés avec un accès aux lignes de bus et donc une grande route qui passe. Donc le musée est composé de parties arrondies dialoguant avec les parties plus géométriques. Le tout placé dans un jardin où se trouvent beaucoup de sculptures telles que Calder ou Niki de Saint-Phal aussi, qui en a fait une très belle. Donc les parkings sont à la disposition du public, gratuitement. La structure principale est reliée par des couloirs de verre aux 2 autres structures, une administrative, qui se trouve sur la droite, et une plus dédiée, on ne va pas dire aux loisirs, mais plus donc la bibliothèque, le
Donc là, c'est Monsieur Nouvel qui m'a envoyé ses premiers croquis concernant l'architecture. Donc on peut voir qu'il y a une grande place aux vestiaires qui sont bien évidemment gratuites. Un atelier de restauration pour qu'on puisse justement continuer à entretenir les œuvres que nous possédons. Nous avons des escaliers et des ascenseurs afin de favoriser l'accès au bâtiment pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Donc une grande place aussi pour l'exposition temporaire. Donc ici, là et là, donc nous avons des couloirs en verre qui permettent en fait de lier les différents bâtiments entre eux. Donc l'accueil qui est aussi un lieu de détente où chacun peut se retrouver, où il y a des bancs. Donc les toilettes, très important aussi. La salle d'animation pour les jeunes, donc je reviendrai dessus tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par rapport aux jeunes générations, de façon à ce qu'ils puissent s'intéresser à l'art, à la culture. Et donc l'amphithéâtre qui nous sert aussi de salle de conférence, de salle de concert. Donc le premier bâtiment, donc celui que nous avons ici. Donc là nous avons le premier étage, donc avec un espace dédié au début de la photographie et de la vidéo, une mezzanine qui permet de voir l'accueil. Des œuvres du début du XXe, parce qu'on a des œuvres antérieures au XXe siècle qui se trouvent en dessous, au rez-de-chaussée. Nous avons donc une partie dédiée à l'art contemporain et une grande partie, ce qui axe beaucoup notre musée, sur les nouveaux créateurs. C'est tout jeunes artistes qui arrivent dans le milieu. On essaie de les mettre en fait directement, les faire connaître un petit peu. Donc on reviendra plus largement là-dessus tout à l'heure. Donc le premier, le plus à gauche, donc celui-ci, est un bâtiment rond où se trouve la librairie au rez-de-chaussée, proposant des livres variés, des catalogues d'exposition à des prix abordables pour toutes les bourses. Donc à partir de 5 €, vous pouvez trouver des catalogues d'exposition. Donc au premier étage, il y a une bibliothèque et un restaurant donc, au deuxième étage qui se poursuit au niveau de la terrasse à l'étage supérieur avec beaucoup de végétation. Donc la construction située à droite et la partie administrative abrite les archives, les bureaux, une place pour se reposer et la salle de réunion sur 2 étages. Les employés ont leur espace. Donc nous nous préoccupons beaucoup des conditions de vie des employés, parce que c'est quand même eux qui font fonctionner, entre autres, le musée. Donc c'est quand même important qu'ils puissent avoir une salle de détente, un endroit qui leur est dédié, où ils puissent se sentir bien au travail, ce qui est un peu rare aujourd'hui. Donc par rapport au mode de fonctionnement qui fait donc le côté expérimental de ce musée qui est unique en France, c'est donc qu'il y a une fois par mois des comédiens qui viennent donner vie à des tableaux vivants, en jouant l'histoire ou en racontant l'époque directement dans la salle devant l'œuvre concernée. Ce qui permet de créer en fait des petites animations dans les musées. Donc, bien sûr c'est gratuit, le prix du billet n'est pas multiplié par 5 sous la bonne excuse qu'il y a un intervenant qui vient. Et ça permet donc de plaire aux enfants, et c'est toujours intéressant de vivre les choses réellement plutôt que de voir un tableau dont parfois on ne comprend pas grand-chose. Donc tous les gardes de toutes les salles ont été des étudiants en art, en histoire ou en archéologie, ce qui leur permet d'être à la disposition du public afin qu'ils puissent poser des questions et s'ils ont besoin par rapport à une interrogation quelconque. Donc dans toutes les salles, il y a des bancs afin que les gens puissent se reposer, pouvoir croquer, etc. Les ascenseurs, donc ça on en a déjà parlé. Il y a des distributeurs d'eau dans toutes les pièces aussi, gratuites effectivement aussi. On est très axé également sur l'accès aux personnes à mobilité réduite et les handicapés. Donc il y a certaines œuvres qui sont recréées, des copies, afin que les personnes aveugles, par exemple, puissent toucher directement la matière et voir en fait puissent avoir un rapport direct à l'œuvre. Mais c'est vrai qu'aussi,
en tant que voyant, c'est très intéressant de pouvoir voir aussi comment sont composées les œuvres. Donc, le musée est ouvert de 9h à 19h30 tous les jours, sauf les jours fériés, bien évidemment. Les nocturnes ont lieu le mardi jusqu'à 22h. Les entrées sont gratuites pour les étudiants, les chômeurs, les moins de 25 ans, sous présentation d'un justificatif, bien évidemment. Et le plein tarif est de 6 €, ce qui reste quand même assez abordable. Donc là, on peut voir, c'était lors d'une représentation théâtrale qu'il y avait eu dans l'amphithéâtre, donc de Cyrano de Bergerac, comme vous avez pu le remarquer par rapport au nez. On a aussi des gens qui viennent justement créer directement dans nos locaux des pièces, qui vont être autant... donc on a un répertoire quand même assez varié qui va être de pièces autant contemporaines que des grands classiques. Donc il y a des animations tous les mercredis après-midi pour les enfants, telles que l'initiation à la photographie, des cours de dessin, des ateliers visant à découvrir les autres cultures. Donc, par exemple, création de masques africains, on a eu la dernière fois, d'instruments de musique, etc. Visite guidée, cuisine du monde, découverte des épices, des textiles, des différents continents. Et ça varie donc chaque semaine. Il y a possibilité de s'inscrire autant pour une seule activité en fonction des goûts ou pour toute l'année. On va passer aux collections. Donc là, c'est les collections d'avant du 20e. On essaye en fait d'avoir un petit peu vu qu'on a eu la chance d'avoir des personnes historiquement, comme la famille Ravioli par exemple, qui ont pu au fur et à mesure acquérir des œuvres d'un peu toutes les époques, toutes les civilisations. Donc cette statuette grecque a été retrouvée dans une fouille archéologique en 1954.